À ne pas manquer cette semaine à InfoCam, on discute des prochaines élections municipales avec Yvon Soucy et Nathalie Lévesque. On présente une première des 5 capsules réalisées en collaboration avec la MRC de Kamouraska en vue des élections prochaines. On s'entretient avec le président de la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud, Régis Malenfant, et aussi avec Sylvain Roy du lancement de la campagne Centraide. Bienvenue à votre bulletin local et régional InfoCam. Mon nom est Anne-Christine Charret et je serai avec vous pour les 2 prochaines saisons. Sans plus tarder, commençons avec notre segment politique. Voici le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy, qui se présente pour un 2e mandat. Donc, M. Soucy, d'abord, dites-nous quelles sont vos motivations à réaliser un 2e mandat à la MRC de Kamouraska? Bien, comme je le disais tantôt, je pense que le premier mandat peut davantage servir à mettre la table, puis à développer notre réseau, à faire un petit peu notre place, à initier certains projets. Mais vous le savez, en politique municipale, les projets, ça avance peut-être pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc, moi, je pense que la table est bien mise. On a de beaux projets qui sont en cours de réalisation, qui vont se réaliser prochainement. Puis, ça allait de soi là, que je devais être là, parce que sinon, j'aurais eu le sentiment là, du devoir non accompli. Justement, parlez-nous de ces projets-là qui vont vous animer plus que d'autres. Bien, on en parle depuis un certain temps. Notre futur centre administratif, l'édifice Claude Béchard, qui est un projet qui serait unique au Canada, avec un volet éco-énergétique, qu'on souhaite voir se réaliser en 2014. De notre côté, le travail est fait. On attend les annonces des paliers de gouvernement supérieur. On a également à la Pocatière la maison du Kamouraska, qui remplacerait l'actuelle maison touristique. On a notre commission touristique qui travaille très fort sur ce projet-là, puis qu'on verra également éventuellement se réaliser. La mise en œuvre du parc régional du Haut-Pays qu'on a inauguré en fin de semaine à Saint-Gabriel. On l'a vu là, en fin de semaine, toute la fierté que ce projet-là apporte à nos municipalités. On veut certainement le poursuivre. Ensuite, la mise en œuvre du plan de développement, du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Kamouraska, qui va quand même nécessiter beaucoup de travail. Toute la question également du patrimoine religieux, le développement éolien. Donc, on a plein de dossiers sur la table. Justement, beaucoup de dossiers, beaucoup de projets. J'imagine que pour ce faire, vous allez être très bien entouré. Oui, bien en fait, ce matin, j'avais un bon appui là, de l'ensemble des maires de la MRC. Je suis vraiment content puis touché par leur présence. Puis à la MRC, on a également une équipe de travail qui est dévouée, qui est engagée, qui est compétente. C'est avec ces gens-là que je souhaite continuer à travailler. Vous êtes également entouré de votre famille, disons-le quand même. Ça a pris une certaine place ce matin dans la conférence de presse. Qu'est-ce que ça vous apporte de savoir que vous êtes soutenu comme ça? Bien, je tenais, même s'il y avait de l'école ce matin, j'ai appelé les professeurs, puis je tenais vraiment à ce que les enfants soient là, parce que nous, dès le départ, ça a été une décision qu'on a prise en famille. Puis je le sais que ça demande quand même certains sacrifices, particulièrement à Nancy, parce que je suis moins présent. Mais en retour, je pense que nos enfants sont fiers là, de ce que je fais, puis moi, je suis fier d'eux aussi. Puis je suis sûr qu'il aurait été vraiment triste là, d'apprendre ce matin que papa là, se retirait. Vous savez, Louis-David, le plus vieux, a 15 ans, puis moi, je suis élu municipal depuis 8 ans, le dernier à 6 ans. Nos 5 enfants, ont plus connu leur père comme élu municipal que comme papa à la maison, là. Puis, donc, ça fait partie de leur vie. Nathalie Lévesque pose sa candidature pour le poste de mairesse de Saint-Pacôme. Elle nous fait part de ses objectifs et par le fait même nous présente son équipe. Je me suis fait poser souvent la question, Nathalie, pourquoi tu ne fais pas le saut en politique? Il me semble qu'on te verrait là, tu aurais des qualités essentielles et tout. Alors, ça a fait son chemin. Je suis allée valider par des formations, par le regroupement des femmes Chaudière-Appalaches. Cet hiver, j'ai assisté à 2 formations. Et je me suis dit, oui, quand je suis sortie de là, j'avais la ferme conviction que je pouvais relever ce défi-là. Alors, je me suis mis à la tâche tout de suite pour recruter des candidats, chose qui n'est pas si facile. Mais on peut dire que ceux qui nous disent oui sont des gens aussi convaincus et aussi des gens de cœur et d'action comme nous. Et justement, qui vous entoure dans cette belle aventure? Alors, on a 6 candidats. Alors, on a une équipe complète, nous.
Alors, Mesdames Joanne Dubé et Julie Mercier, Messieurs Benoît Fraser, Robert Bérubé, Christian Dionne et Éric Lavoie. C'est des gens qui ont le goût de s'impliquer, de servir les citoyens pour un monde meilleur. On dit toujours, nous autres, ça s'affiche à la municipalité de Saint-Pacôme. On veut améliorer le sort des citoyens. On est convaincus qu'on peut faire la différence. Quel sera votre premier gros projet? Notre premier défi après les élections, si les gens nous font confiance, c'est bien évidemment le budget de l'année. Alors en novembre, c'est toujours important pour chaque conseil municipal de travailler sur leur budget. Alors c'est le grand défi de mon équipe et moi, parce que vous savez que l'administration municipale, c'est pas l'affaire d'une personne, mais c'est l'affaire de plusieurs personnes. Alors les conseillers vont être mis à l'ouvrage, on va travailler fort, mais on aura quelque chose d'intéressant à présenter aux citoyens en décembre. Qu'est-ce que vous désirez mettre en place également à Saint-Pacôme? On a des beaux projets, bien évidemment qu'on veut améliorer la qualité de vie. On s'engage aussi à faire une restructuration au niveau des finances de la municipalité, mais on a à cœur la capacité de payer des citoyens aussi. On sait qu'à un moment donné, il y a une limite. Hein? Mais on a des beaux projets qui ne coûteront pas si cher. On va travailler fort pour aller chercher des subventions, pour que ça coûte le moins cher possible, mais pour que les gens soient contents de notre travail puis qu'ils puissent profiter de ce qu'on leur a réalisé. Dans tous les projets qui sont présentés par votre équipe, qui sont proposés par votre équipe, en fait, et pour lesquels vous prenez des engagements, si on peut le dire, qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Bien, le projet de la passerelle qu'on a annoncé ce matin est un projet qui, notamment, me touche là, personnellement. Pourquoi? Parce que déjà aujourd'hui, j'en suis le responsable de ce comité de travail qui va accoucher bientôt d'une présentation publique là, du projet. Ça, c'est la première chose au niveau d'un projet. La deuxième est un petit peu plus administrative et financière. C'est le niveau d'endettement de la municipalité. Nous sommes une municipalité dans le Kamouraska qui a le taux de taxation le plus élevé. Je me questionne beaucoup et ce sont des débats que j'ai actuellement en conseil là, sur la façon dont on développe les réseaux d'infrastructure de la municipalité. Je le mentionnais tantôt en conférence de presse, lorsqu'on développe une infrastructure, tout le monde paie pour cette infrastructure-là, alors que je constate que dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, il devrait y avoir des taxes de secteur. Donc, les gens qui ont un projet particulier devraient payer pour. C'est ma vision des choses. Alors, c'est dans cet esprit-là que je me suis dit, il y a possiblement du travail à faire pour repenser le développement des infrastructures, non pas l'arrêter, c'est pas ça que je veux que les gens aient en tête, mais surtout le faire différemment. Et le dernier point que j'aimerais soumettre, parce que vous me donnez cette opportunité-là, plusieurs se questionnent sur l'avenir de la station. Madame Lévesque a mentionné ce matin que, et c'est un projet qui m'anime énormément, la survie de la station. Je pense que cette station-là doit être maintenue en vie. Peut-être qu'il y a d'autres façons de la faire vivre et c'est là-dessus là, que je veux travailler dans les prochaines années. Sachez également que Denis Lévesque, maire sortant de la municipalité de Mont-Carmel, annonçait la semaine dernière, en conférence de presse, son intention de se représenter pour un second mandat. Nous vous présentons cette semaine une des 5 capsules réalisées en collaboration avec la MRC de Kamouraska en vue des prochaines élections. Cette semaine, le sujet abordé est la mairie. Oui, c'est beaucoup de boulot. Oui, c'est beaucoup d'implications. Oui, c'est des comités. Mais mon Dieu, qu'on est bien. Embarque vite. Ta place est là. Dans le fond, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. On a une idée préconçue, ou bien peut-être même pas, on n'a pas d'idée. On n'a pas. On veut juste relever un défi, puis on a des projets, des ambitions pour la collectivité, puis on s'embarque là-dedans. Mais je pense que c'est aussi le travail d'équipe. Donc, ça ne se fait pas tout seul. C'est le beau de la chose, c'est qu'on a plein de monde qui nous entoure, puis c'est pour ça qu'on peut fonctionner. Dans le fond, on travaille avec des gens qui viennent d'un petit peu de chaque milieu, qui ont leur expérience, mais c'est grâce à ça si on réussit à sortir des beaux projets, à faire grandir notre municipalité, parce que c'est les expériences, le passé de chaque conseiller ou conseillère
qui fait en sorte qu'on arrive à ça? Moi, je peux pas dire que j'avais d'intérêt pour la politique. Je me suis toujours tenue au courant, là, mais jamais un intérêt poussé. Et moi, c'était simplement, là, c'est aussi à la base que changer le monde. Là. Je me suis dit, c'est à ma portée, c'est petit, parce que c'est ça qui est intéressant de la politique municipale, surtout dans nos petites municipalités, parce que la politique municipale Québec-Montréal, c'est pas la même mesure. Ici, c'est très petit, on est proche des gens, puis c'est vrai, là, c'est action-réaction. Et moi, c'était pour changer le monde, puis pour changer mon monde immédiat. J'ai toujours eu un certain intérêt, comme je le dis, à la politique, alors municipale, mais je m'étais jamais impliquée. Et je voyais également la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, qu'elle pouvait faire de bien belles choses. Et elle en fait. Il y a un terrain de soccer, il y a les ententes intermunicipales entre 4 municipalités, Sainte-Hélène, Saint-Joseph, Saint-André, pour les matières résiduelles. La formation de CAMES, ça c'est un très gros projet sur lequel le conseil municipal, on a travaillé fort. Si j'ai des gens qui viennent me voir et qui sont intéressés, mais je vais leur dire la vérité. Ce que je veux dire, c'est que il y a 2 choses aussi. Il y a les conseillers et le maire, mais pour être maire, on n'a pas besoin de tout savoir. On n'a pas besoin de connaître nécessairement la politique. Moi, je ne connaissais rien à la politique municipale. J'ai appris à vitesse grand V, mais maintenant, là, ça roule très bien. Sauf que je leur dirais pas non plus que ça ne demande pas, que c'est pas d'implication, que ça ne demande pas de temps, puis que c'est pas drainant. Là. Ça demande énormément de jus. En contrepartie, c'est ultra passionnant, puis c'est moi, c'est ce que je remarque, c'est la passion dans les yeux des gens, c'est ça. Puis si on le voit ici, là, c'est le trait commun de tout ce monde-là qui est là, c'est qu'au-delà de toutes les péripéties qui peuvent nous arriver, des défis, c'est que c'est la flamme. C'est la passion, c'est le feu sacré, c'est l'amour du travail, finalement. Donc, qui arrive n'importe quoi. Pas toujours facile, comme Mme Elisabeth le disait. Mais c'est tellement passionnant, puis c'est tellement valorisant, puis c'est bien le fun. Le C3S de Kamouraska assurera progressivement la gestion du service de la paye pour les 10 établissements du Bas-Saint-Laurent. Isabelle Malo s'est entretenue avec nous. Mais en fait, ce qu'on annonce ce matin, c'est une bonne nouvelle, c'est que les établissements de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et l'Agence régionale ont décidé de développer un service régional de paye en commun. Alors, historiquement, la paye a toujours été dans chacun des établissements, traitée localement pour les organisations. Et compte tenu maintenant qu'on a la possibilité, avec les technologies de l'information, l'informatique, de faire beaucoup de choses à distance, bien, on a décidé de regrouper ces services-là. Donc, la paye sera maintenant gérée à partir du CSSS du Kamouraska. Qu'est-ce que ça va permettre? Bien, je vous dirais d'abord des économies financières, c'est certain. Un gain d'efficience aussi. Permettent aussi de développer des expertises. Chaque établissement a ce qu'on appelle habituellement des techniciens d'administration ou des PMaîtres dans leurs établissements. Certains établissements sont plus gros, ils ont 2-3 postes. D'autres sont beaucoup plus petits. Des fois, c'est un demi-poste. Dans le fond, pour traiter la paye. Alors, le fait de créer un regroupement de ressources humaines, ça va nous permettre de peut-être spécialiser certaines fonctions, de mettre les ressources en commun et puis, évidemment, à échéance, de générer des économies. Dites-nous également, qu'est-ce que ça va impliquer concrètement? Écoutez, c'est un processus qui va se faire, évidemment, sur quelques années. Pour une raison fort simple, c'est qu'on a choisi d'y aller progressivement de façon à maintenir les emplois dans chacun des territoires de MRC. Et c'est seulement au fur et à mesure que les postes vont devenir vacants, que les postes vont progressivement migrer, je dirais, vers le Kamouraska. Donc, il y a déjà un certain nombre de postes en commun il y a déjà un certain nombre de postes vacants dans la région parce que avec la loi 100 qui a été adoptée en 2010, déjà les établissements devaient ne pas renouveler les postes vacants. C'était une imposition de la loi de façon à générer des économies. Donc, ces postes-là, qui sont déjà vacants, vont pouvoir s'en venir au Kamouraska. Pour tous les autres postes, les personnes vont pouvoir rester dans leur établissement respectif, mais j'ai travaillé, dans le fond, pour le regroupement régional. Et puis, un employé qui est en Matane peut travailler pour la paye d'un autre établissement. Et puis, dans le fond, tout ça va se faire en collégialité, maintenant, avec les technologies de l'information.
Il n'y aura pas nécessairement de postes qui seront coupés, si je comprends bien. Bien, des postes qui seront coupés, oui, c'est-à-dire que le nombre de postes va diminuer, mais jamais des postes qui sont occupés ou titularisés, comme on dit dans notre jargon. Donc, les gens qui détiennent des postes actuellement, et c'est l'engagement qu'on a pris, vont préserver leur emploi dans leur territoire d'origine s'ils le souhaitent. Et puis, c'est seulement les postes vacants pour lesquels, éventuellement, ça nous donnera une marge de manœuvre pour faire nos économies financières puis notre gain d'efficience. Quel sera à peu près l'échéancier pour mettre tout cela en place? Oh, je vous dirais probablement 2 à 3 ans parce qu'on va devoir y aller progressivement. On a déjà engagé une chargée de projet. On a une petite équipe régionale actuellement qui est composée de personnes de la région qui travaillent activement déjà depuis l'hiver dernier. On est après finaliser l'analyse des structures, des fonctionnements et des tâches de chacun des postes de travail, essayer de se faire une idée certaine de nos besoins, comment on va travailler ça. C'est un travail qui est encore en évolution. Il y a des choses qui ne sont pas toutes attachées. Je vous dirais sur comment on va le faire. Donc, un horizon de 2 à 3 ans pour arriver à terme, je pense que c'est réaliste. La 18e édition du souper bénéfice de la Fondation Jeunesse Côte-Sud se tiendra le 19 octobre prochain. On s'entretient d'abord avec le président de la Fondation, Régis Malenfant. D'abord, rappelez-nous la mission et le fonctionnement de la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud. La Fondation Jeunesse Côte-Sud est un organisme qui a 2 volets. Un volet hommage. Alors, à chaque année, on rend hommage à des jeunes, au moins un jeune par MRC de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata, un jeune qui a eu des difficultés de parcours, qui s'est repris en main et qui, lors du souper bénéfice annuel, vient raconter aux gens ce qu'il a vécu et comment il s'en est sorti. Le deuxième volet est un volet à caractère économique. Alors, il s'agit d'aider financièrement des organismes qui ont des activités et des projets jeunesse sur l'ensemble du territoire. Tout bénéfice généré par la Fondation retourne aux organismes jeunesse. La Fondation paye la voiture et l'émission du permis, mais tous les profits générés retournent à des organismes jeunesse. Cette année, nous avons une vingtaine d'organismes de jeunesse qui vont se partager entre 40 et 42 000 $. Mis à part la loterie Espoir, quelles autres activités de financement privilégiez-vous? Bon, on a un souper bénéfice. Le souper bénéfice, lui, sa fonction, c'est de supporter nos opérations courantes, de nous aider à défrayer nos opérations courantes. Et nous avons de janvier à avril une période où on fait le renouvellement des cartes de membres et on essaye aussi de retrouver de nouveaux membres à 15 $ par année. Puis on a des membres corporatifs à 50 $ par année. Et durant cette période-là aussi, on recherche des bienfaiteurs pour augmenter le fonds inaliénable de la Fondation. Alors, on a un petit fonds inaliénable qui s'enrichit chaque année de quelques milliers de dollars pour éventuellement un jour produire assez d'intérêt pour aider des organismes de jeunes. Quels sont les critères pour le choix de ces jeunes-là? Est-ce qu'il faut qu'ils aient nécessairement eu de la difficulté dans la vie? Comment ça fonctionne? À l'origine, on en aurait aussi bien quelqu'un qui a toujours été une valeur sûre, qui a toujours été un leader positif, qui s'est impliqué beaucoup dans son milieu. Mais de plus en plus, les organismes de jeunes considèrent qu'un jeune qui a des difficultés, qui se reprend, doit être favorisé par la Fondation Jeunesse Côte-Sud. Alors, depuis 3 ou 4 ans, ce sont des élèves qui ont eu des difficultés de rejet, d'abandon scolaire, de drogue ou tout autre problème susceptible d'arriver à un jeune dans son parcours qui se reprend en main, qui a besoin d'être honoré et reconnu devant tout le monde pour qu'il puise en lui toute l'énergie nécessaire pour aller plus loin dans la vie. Monsieur Hudon, vous êtes président cette année de la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud. Dites-moi pourquoi avoir accepté? J'ai accepté, je pense qu'au niveau implication au niveau des jeunes, je suis membre de la Fondation depuis ses débuts. J'ai été sur le conseil d'administration. Et dans les années passées, j'ai contribué à trouver des présidents d'honneur. Et cette année, ils m'ont dit c'est à ton tour parce que je pense que mon implication sociale, mon implication au niveau affaires dans toute la grande région. J'étais aussi président du journal Loi Blanche qui couvre toute la région. Je fais partie de plusieurs organismes. Et j'ai accepté pour les jeunes. Je pense qu'il faut faire connaître la Fondation encore davantage. Et c'est comme ça que j'ai dit oui. On s'entretient avec Sylvain Roy du lancement de la campagne S'entraide. Pour la MRC de Kamouraska, qui est une des 4 MRC de notre territoire, l'objectif est de 90 000 $ cette année. C'est le même objectif que l'an dernier. Sauf que l'an dernier, on était un petit peu à la baisse et on s'est quand même donné comme objectif d'aller faire des gains de 5 à 6 000 $ cette année pour la MRC de Kamouraska.
On mise sur des valeurs sûres. On revient avec le calendrier Centraide pour une 4e année. C'est un calendrier qu'on distribue à 1000 exemplaires, mais qu'on donne. C'est grâce aux annonceurs à l'intérieur de l'outil qu'on peut le donner à différents endroits et dans toutes les municipalités au Kamouraska. Et c'est un outil donc très important pour nous. C'est un 4 000 $ de profit pour cette activité. Ensuite de ça, il y a le cocktail dînatoire qui revient pour une 6e année. Ça va avoir lieu le 18 octobre. Et c'est un vendredi. Et 120 convives se joignent à l'événement pour où on met... C'est un cocktail dînatoire. Donc, ce n'est pas un repas, ce sont des bouchées, 5 à 6 bouchées différentes, concoctées par un chef bénévole qui nous épaule à ce niveau-là. Ça se fait à Saint-Pascal et c'est une belle activité qui est très facile à remplir parce que les gens reviennent d'année en année. Ensuite de ça, tout plein de secteurs de sollicitation, les envois postaux aux individus, aux entreprises, les campagnes en milieu de travail qui sont très importantes pour nous, autant dans des entreprises privées que dans des organisations publiques ou parapubliques, comme la fonction publique québécoise, les organismes gouvernementaux, les réseaux, la santé, l'éducation, qui font des belles campagnes Centraide. Et une belle photo de Sidney Crosby aussi, que vous avez probablement pris en image, qui va servir et qui va être vendue en vue d'un match de l'Impérial début décembre possiblement. La date reste à confirmer. Donc, c'est une belle photo authentifiée de Sidney Crosby signée. Et il y a sûrement des collectionneurs qui vont être très intéressés à se procurer un billet de cette photo-là. Quels sont vos critères de sélection pour la redistribution financière à certains organismes de la région? Donc, on parle du niveau de richesse de l'organisme. Ça peut arriver qu'un organisme ait des surplus. On va le considérer. Il y a un certain niveau de surplus qu'il ne faut pas dépasser. Sinon, l'organisme va passer son tour cette année-là, puis on va en aider d'autres. On est là pour aider les organismes les plus pauvres, ceux qui ont le plus grand besoin. On regarde le niveau, la durée, par exemple, de l'existence de l'organisme, sa durée dans le temps dans une année. Est-ce qu'il est en activité 6 mois, 12 mois? C'est des choses à considérer. Pourquoi avez-vous accepté d'être président de la campagne 2013? J'ai accepté parce que aider Centraide, c'est aider beaucoup de gens. Puis, comme j'aime aider énormément, donc participer avec la campagne de Centraide, pour moi, c'était un top de ce que je pouvais faire pour pouvoir aider la population ou aider les organismes qui ont besoin d'aide par Centraide. Dans le cadre des 17e Journées de la culture, la population est invitée à prendre part aux diverses activités qui auront lieu dans le Kamouraska. Voici un aperçu de la programmation. Le lancement de la programmation a lieu le 27 septembre à la vieille école de Saint-André lors d'un 5 à 7. Tous les artistes vont être présents pour décrire brièvement leurs activités. Puis, on va avoir aussi la chance de participer en primeur à 2 des activités. La première, c'est le dévoilement d'une œuvre d'art publique faite par José Bourgoin, qui est tourneur sur bois. Puis, elle va nous dévoiler une œuvre faite à partir d'un orme patrimonial situé devant l'église. Puis, la deuxième activité, c'est Contes, légendes et superstitions, avec la conteuse Ghislaine Hamel, alias La Girouette, qui va nous conter ses histoires cocasses, là. Ça va être une promenade à la lueur du fanal. Toute la population est invitée à venir au 5 à 7, seulement à confirmer leur présence un petit peu d'avance. Puis, outre ces activités-là, au coup d'envoi, en tout, il y a 9 activités là, qui font partie du projet Clocher, Église et Parvis. Il y a plusieurs installations. La première installation s'appelle Structure intrigante. C'est présenté par le regroupement de la Tortue Bleue. Une autre installation, c'est celle de l'artiste Émilie Rondeau. Cette fois-ci, ça a lieu dans le cimetière de Rivière-Ouelle. L'installation s'appelle Chemin de souhait. Puis, c'est inspiré des étapes de la vie. Toute la population est invitée à apporter au cimetière de Rivière-Ouelle des objets ou des images inspirées des étapes de la vie qui vont faire partie de l'installation de Émilie. Une troisième installation qui a lieu cette fois-ci sur le parvis de l'église de Mont-Carmel. C'est des photos grandeur nature de personnages qui ont marqué la municipalité, là, des personnages contemporains et historiques. Le dimanche, à Saint-Pacôme, un concert d'orgue et saxophone présenté par les artistes de renom Sophie de Courval et Jacques Boucher.
Puis là aussi, il va y avoir un peu des petites animations auxquelles les gens vont pouvoir participer. Puis il y a aussi à Saint-Pacôme le dimanche un atelier de fabrication de kaléidoscopes à partir d'images du patrimoine religieux. Puis c'est présenté cet atelier-là par la photographe bien connue Pilar Macias. Puis les gens sont invités à consulter la programmation qu'il va y avoir dans le placoteux, une page couleur, et aussi à aller dès maintenant là, la programmation sur le site Internet de la MRC. Encore une fois cette année, l'Halloween à la Pocatière vous propose une programmation diversifiée. Voici quelques activités qui vous sont proposées. Alors, cette année, on a encore beaucoup de choses qui reviennent à la programmation comme les années passées. On a évidemment le vendredi qui est rempli d'une foule d'activités dans les commerces, donc au bar Le Coyote, au Pizza Bouffe, au cinéma Le Scénario. Donc, c'est dans des endroits où vous pouvez avoir des spectacles, puis le cinéma, évidemment. Ainsi, aussi, le samedi soir, il y a évidemment l'Halloween sur la 4e avenue qui va encore y avoir des animations de rue, mais il y a aussi cette année des nouveautés, une maison enchantée pour les tout-petits. Il va y avoir le retour de la parade sur la 4e avenue. Il va y avoir un bar, un skatepark costumé pour les jeunes adolescents. On a évidemment la maison hantée qui revient. Et puis, on va avoir de belles surprises sur la grande scène et puis sur la petite scène des jardins. À ne pas manquer. Évidemment, s'il y a de la pluie, on a beaucoup d'activités qui sont à l'intérieur et puis les gens peuvent venir participer quand même. Puis de toute façon, il y a toujours plein de gens qui viennent. C'est sûr qu'il y a un peu moins d'achalandage, mais l'Halloween a lieu quand même. C'est ainsi que se termine l'Infocam de la semaine. Nous vous laissons sur des images qui ont été tournées le 11 septembre dernier. En présence de ses partenaires d'affaires, la division rénovation de groupe coopératif Dinaco a procédé à la pelletée de terre officielle. Au coût de 1,9 million de dollars, le nouveau bâtiment aura une superficie de 14 800 pieds carrés. Le centre de rénovation devrait ouvrir ses portes pour la période des fêtes. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@tvck.org et par Internet au www.tvck.org. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515.